Et bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo. Vous avez défendu également Raphaël Enthoven lors d'un récent procès que vous avez gagné. Le philosophe était accusé par LFI d'injures publiques. On va revenir là-dessus évidemment dans quelques instants. D'abord, je vous présente Louis Augry, un membre éminent de notre équipe Vrai ou Faux de France Info. Bonsoir Louis. Bonsoir. Les ministres de l'Agriculture des pays membres de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui pour discuter de l'accord du Mercosur, ce traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud qui est en passe d'être signé par l'Europe malgré les réticences de la France et, on le voit, la contestation agricole. Et c'est l'occasion pour nous de revenir ce soir sur un autre accord qui avait provoqué à l'époque beaucoup de colère des agriculteurs, le CETA, l'accord commercial avec le Canada. Ce matin, les représentants de la coordination rurale étaient justement interrogés sur le bilan de ce CETA, puisqu'on commence à avoir un peu de recul. On a un peu de recul, donc ça permet d'en parler ensemble. L'un des points de cet accord avec le Canada qui inquiétait le plus les agriculteurs lors de sa mise en place, c'était autour du bœuf canadien. Vous savez, le bœuf élevé aux hormones et aux antibiotiques qui risquait d'inonder le marché européen. Bertrand Vantaux, donc l'éleveur et président de la coordination rurale, était invité de nos confrères de France Inter ce matin. Et justement, on lui a posé la question sur le bilan de ce CETA. Vous aviez dit ça va être une catastrophe, ça ne l'a pas été. Écoutez, aujourd'hui, ça ne l'a pas été parce que la production française s'est extrêmement réduite de viande bovine. Donc, effectivement, les importations ont pas eu d'impact. Mais si on avait encore continué à produire la façon dont on produisait avant le même volume, il y aurait de l'impact parce que dès qu'il y aurait eu 1% de marchandises qui rentraient, les prix auraient baissé pour les producteurs. Bon, l'explication de Bertrand Vantaux, elle est pas très très claire, mais il continue en gros de penser que le CETA serait une catastrophe pour les éleveurs français. Donc on va essayer de faire un premier bilan de ce CETA pour voir si c'est le cas. Je rappelle qu'en France, le Sénat a rejeté l'accord en 2024. Depuis, la navette parlementaire est toujours en cours, mais dans les faits, l'accord est déjà en place en Europe depuis 2017 en grande partie, ce qui permet quand même d'avoir quelques chiffres. Dans l'accord négocié entre le Canada et l'Europe, il est prévu un contingent de 65 000 tonnes de viande bovine canadienne avec des droits de douane réduits, ce qui représente au total environ 1% seulement de la consommation de viande bovine européenne. Ce contingent, il est progressif, il a augmenté au cours des dernières années, mais d'après les dernières données disponibles, il a été que très très peu utilisé par le Canada. Sur la période 2021-2023, c'est les dernières données de la Commission européenne, seulement 3% du quota disponible de ce contingent a été utilisé par le Canada. C'est peu, effectivement. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Ouais, le rapport le précise, c'est justement dû aux différences de normes sanitaires, notamment entre le Canada et l'Europe. Les normes européennes sont très claires et contiennent surtout une interdiction, la viande traitée aux hormones. Le problème, c'est que la viande canadienne est très très majoritairement traitée aux hormones. C'est de la viande hormonée et sa filière sans hormones est très peu développée. Donc en gros, il faudrait d'abord que le Canada développe cette filière de viande sans hormones pour pouvoir réellement investir le marché européen dans un second temps. Et les chercheurs avec qui vous avez discuté considèrent ce scénario peu probable. Oui, en fait, on a discuté avec des économistes, tout simplement, qui nous ont expliqué que le Canada et les industriels canadiens ont clairement fait le choix de ne pas investir sur le marché européen. Le Canada n'a pas développé ses exportations de viande bovine vers l'Europe parce que les abatteurs du pays ont préféré se spécialiser sur d'autres produits et surtout de valoriser le marché américain des États-Unis, les États-Unis représentant 60% des exportations agroalimentaires du Canada. Voilà, vous avez compris, le Canada préfère se tourner vers un marché européen clairement moins contraignant en termes de normes sanitaires que l'Europe. Alors, les économistes rappellent quand même que le cheptel européen est en baisse et que les besoins d'importation vont sûrement se faire ressentir d'ici quelques années, mais ça semble assez peu probable que ça soit la viande canadienne qui vienne combler ce besoin européen. Donc, le Mercosur, c'est un autre traité de libre-échange. Il faudra faire un bilan des conséquences concrètes pour l'Europe. Mais sur le CETA, on voit bien que la catastrophe qui avait été annoncée n'a pas vraiment eu lieu. De quoi peut-être rassurer un peu les agriculteurs français. On verra la signature, normalement c'est prévu pour mardi. Merci Louis. Rendez-vous ce week-end avec toute l'équipe. Tous les samedis à midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Richard Malka, vous êtes donc avocat. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous publiez Passion antisémite, votre plaidoirie donc au procès qui a opposé le philosophe Raphaël Enthoven que vous défendiez à LFI. On va en parler, mais d'abord Richard Malka, on est le 7 janvier, vous êtes aussi l'avocat de Charlie Hebdo. Ça fait aujourd'hui 11 ans que la rédaction du journal a été décimée par un attentat islamiste qui avait fait 12 morts. Quelle est, selon vous, la meilleure manière de commémorer cette journée tragique ?
publier des dessins. Faut garder cet esprit-là, cet esprit de liberté d'expression, de liberté de critique, y compris à l'égard de toutes les puissances politiques, religieuses, culturelles et autres. C'est pour moi la meilleure manière, c'est de continuer le combat en fait. C'est de continuer, leur rendre hommage, comment le faire mieux, davantage qu'en perpétuant les valeurs qui étaient les leurs. Vous avez l'impression que ça progresse, cette cause ? C'est, La cause, c'est... on réentend parler de blasphème, d'un certain nombre de choses, la cause de l'insouciance, de la liberté, de l'expression. Ah non, ça progresse L'esprit pas. voltairien, Non, mais ça, vous avez l'impression évidemment que non. vous l'apputez à quoi ? Mais néanmoins, il y a une prise de conscience, il y a... j'ai ressenti... Alors, ça n'a pas... Pendant les années qui ont suivi 2015, ça a été plus catastrophique que jamais. Et puis, j'ai ressenti au moment du procès de Charlie Hebdo, et puis après Samuel Paty, une prise de conscience, un ras-le-bol. Et c'est pas forcément les gens qui s'expriment le plus fort, mais c'est probablement la majorité de ce pays, qui sont très attachés à ces libertés et à la méfiance à l'égard du fait religieux, parce que c'est un fait qui peut vouloir prendre le pouvoir, toujours, à la méfiance à l'égard de tous les pouvoirs et à cet esprit très français du droit à la caricature, du droit au blasphème, c'est si précieux la liberté d'expression. Les trois quarts. Ça nous aide tellement à vivre et à respirer sans être oppressés. Il y a tellement peu de pays qui vivent ça. Ça mérite qu'on se batte. Les trois quarts des Français semblent penser comme vous. 76% d'après la dernière enquête de l'IFOP considèrent la liberté d'expression et de caricature comme un droit fondamental. C'est une idée qui a progressé, même ces dernières années, dans la population générale, mais pas dans toutes les catégories de la population, pas chez les musulmans et chez les jeunes. En ce qui concerne en tout cas les caricatures religieuses, c'est le résultat d'une autre enquête qui datait de 2020, qui dit que 69% des musulmans estimaient que les journaux avaient tort de publier des caricatures religieuses, et un jeune sur deux de moins de 25 ans également, 47%. Est-ce que le droit à la caricature est en sursis dans les années qui viennent, quand on voit qu'il est mal compris par la jeunesse ? Alors, je me méfie toujours un petit peu de ces sondages, c'est vraiment compliqué. C'est des enquêtes, néanmoins, c'est des vraies enquêtes. Des enquêtes, mais néanmoins, il est clair que dans les jeunes générations, il y a un rapport compliqué à la caricature, une incompréhension, parce qu'on décontextualise beaucoup sur les réseaux sociaux. On sort un dessin de son contexte, on le met avec une légende pour faire naître de l'émotion. On ne comprend pas d'où vient ce dessin, à quoi il fait référence, quels sont ses référents, et puis ça fait tout de suite une polémique. Et on voit effectivement le dessin de presse disparaître. Des journaux, et c'est un mouvement qui est beaucoup plus que français. C'est des problèmes, le dessin de presse. Ce serait un appauvrissement du droit à l'information. Pourquoi c'est si précieux, en fait, le dessin de presse ? Parce que c'est immédiatement compris et universellement compris. Et c'est pour ça que c'est l'ennemi de tous les totalitarismes. C'est pour ça qu'en Iran, on n'aime pas les dessins de Charlie Hebdo, parce que vous pouvez faire tous les textes que vous voulez, ils s'en foutent. Par contre, un dessin, ça voyage immédiatement, en un clic, partout dans le monde, et c'est compris. Et se priver de cet outil-là de réflexion, de transmission d'informations, ce serait une régression. Mais vous ne croyez pas que dans le fait que les jeunes, alors même si vous ne croyez pas aux études, la notion de droit à la différence et de respect de l'autre, quel qu'il soit, et le fait de ne pas pouvoir se moquer de lui, de devoir respecter, de ne pas devoir faire de blagues, de ne pas devoir faire un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui pousse chez les jeunes, entre guillemets, et que c'est ça qui n'a pas été transmis en disant qu'on peut faire quelquefois. Alors, il faut se limiter, mais qu'il y a l'irrévérence et quelque chose de... Et je ne trouve pas qu'on en prenne le chemin. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une problématique autour de cette notion de respect. C'est davantage ça qu'on a mal transmis. Je pense qu'on n'a pas transmis ce qu'était le réel respect, qui n'est pas la révérence. C'est différent. Le véritable respect, c'est de dire les choses
y compris les choses qui fâchent à la personne qui est en face. C'est pas d'être révérencieux, de tolérer l'intolérable. C'est pas ça le respect. Le véritable respect, c'est de dire il faut se méfier de tous les pouvoirs, et y compris religieux. Ce ne sont pas forcément tes amis. Y compris c'est ou compliqué. surtout. Et tu peux adhérer à une religion, et il y a quelque chose de merveilleux, de tout ce que tu veux dans une religion, mais il faut s'en méfier de ta propre religion. C'est ça que j'aimerais enseigner, moi. Et ça, c'est pas être irrespectueux, c'est être dans la raison. Et le dessin de presse, pour moi, sert cet outil-là, sert la raison, la liberté de critique. C'est le rôle du poil à gratter, du bouffon du roi qui est si indispensable. C'est celui qui dit ce que l'on ne veut pas entendre. C'est celui qui se moque de la mort, qui se moque de tout ce qui est tabou, précisément parce qu'il faut l'extérioriser. Parce que si on le garde en nous, si on refuse de le voir, c'est là qu'est le danger. Charlie Hebdo a été critiqué ces jours-ci pour une caricature Pas que ces jours-ci. de Rokhaya Diallo, une caricature en particulier, pour une caricature de cette journaliste et essayiste qui intervient d'ailleurs régulièrement dans notre émission. Elle était là hier soir. Cette caricature, on la voit, elle la montre en Joséphine Baker avec une ceinture de banane à la taille. Elle a été dénoncée comme raciste par plusieurs personnalités de gauche, y compris par le patron du Parti socialiste, qui n'est pas particulièrement identifié comme un ennemi de Charlie Hebdo, qui a estimé que ce dessin reprenait les codes racistes de l'époque coloniale. Il y a un problème avec ce dessin. Un phare de lumière dans l'obscurité, mais ça n'engage que moi. Non, mais c'est très emblématique symptomatique de ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est publié début novembre. Il y a déjà un moment, dans un hors-série sur la laïcité, qui est donc complètement sorti de son contexte, décontextualisé. On ne sait pas à quoi il fait référence. En réalité, c'est pour critiquer, avec bon goût, mauvais goût, c'est réussi, pas réussi, mais c'est pour critiquer la caricature que fait Rokhaya Diallo de la laïcité quand elle présente ce principe-là dans la presse anglo-saxonne. Et ça fait référence à quelque chose d'historique, qui est la danse de Joséphine Baker en 1925, je crois, avec cette fameuse robe banane, qui était déjà une caricature dont Joséphine Baker jouait. Et donc, il y a un télescopage entre un fait historique et un message qu'on veut faire passer, le tout dans un hors-série contextualisé, avec du texte, avec un propos. On sort ça, on le met sur un réseau social, et je comprends l'émotion, du coup. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Si je prends le dessin comme ça, oui, je le comprends, parce que je ne comprends pas, en fait. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, je ne sais pas ce que ça dit, sauf qu'il y a un avant, il y a un après, il y a un texte avant, il y a un texte après, il y a un appareil tout autour de ce dessin-là quand il est publié. Le problème, c'est que si vous sortez ça, que vous le mettez sur un réseau social, que vous le légendez de manière à faire naître une émotion, c'est plus le même dessin, en fait. Donc la caricature... C'est ça ce qui est compliqué dans la caricature. Ouais, la caricature et l'époque des réseaux sociaux, finalement, est-ce que c'est compatible ? Oui, ça pose un problème. Et on l'a vu déjà avec les caricatures de Mahomet. Alors, ce n'était pas les réseaux sociaux, mais quand vous publiez des caricatures dans un journal pour un public français, ça va. Si ça se retrouve en un clic, si ça fait le tour du monde et que ça se retrouve en Arabie Saoudite ou dans des pays qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de rapport à la caricature, là, ça fait une explosion. Donc oui, effectivement, ça pose problème. Alors, Richard Malka, vous avez défendu le philosophe Raphaël Enthoven récemment devant la justice. Il était accusé d'injure publique par LFI pour avoir qualifié le mouvement politique dans un tweet de détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Les magistrats l'ont relaxé en estimant que ses propos n'avaient pas excédé les limites admissibles de la liberté d'expression et qu'il s'inscrivait dans un débat d'intérêt général. Vous publiez donc votre plaidoirie, Passion antisémite. Cette décision de relax que vous avez obtenue, vous l'avez qualifiée de cruciale et de symbolique. En quoi était-elle cruciale et symbolique ? C'est signifiant. C'est pas rien qu'un tribunal en 2025 dise d'un parti qui se situe à gauche, dire de lui qu'il est passionnément antisémite est une injure. Donc, ils le disent. Et c'est bien qu'ils le disent, c'est pas rien d'être passionnément antisémite, mais c'est justifié.
Et c'est justifié au regard des éléments qui ont été apportés au débat de tout ce qui est dans ce livre. Ce n'est pas rien qu'un tribunal dise ça d'un parti se situant à gauche en 2025. Voilà, et c'est triste. C'est un permis d'injurier ? C'est pas un permis d'injurier, puisque le tribunal se base sur une base factuelle. Alors, justement, comment vous avez travaillé ? C'est un permis d'injurier à partir du moment où vous avez des éléments le justifiant. Alors, ce qui fait que ce n'est plus une injure et que ça dégénère en un propos relevant de la liberté d'expression. Justement, comment vous avez travaillé ? Parce que c'est très documenté. C'est pas une plaidoirie d'avocat classique, enfin, si tant est qu'il y en ait des classiques. Il s'y mêle un peu de politique, et justement des déclarations, et que vous contestez. Ça a été quoi votre base, la façon de travailler ? Alors, je vais vous faire une confidence. En réalité, je savais que ce texte serait publié avant de le prononcer. D'accord. Donc, en fait, j'ai travaillé comme si c'était un livre que j'ai ensuite adapté en plaidoirie. C'est dans ce sens-là que... donc, j'ai travaillé comme si j'avais à travailler un sujet, un dossier et un sujet. Donc, avec un travail de documentation assez considérable pour reprendre au cours des 10, 12, 15 dernières années tout ce qui pouvait être qualifié de problématique. Parce que s'il y a un dérapage, ça peut être une maladresse. 2, ça peut être un accident. Si on a 50, là, ça devient une ligne éditoriale. Ça devient quelque chose de cohérent. Il y a une démarche. Or, et honnêtement, quand je commence à travailler, il y a déjà eu beaucoup de choses que j'ai en tête. Mais on oublie. Et j'en ai découvert d'autres. Et quand on les met bout à bout et qu'on les met en perspective, là, ça glace le sang. Là, ça fait vraiment froid dans le dos. Et donc, oui, j'ai souhaité alerter. À partir du moment où je découvre ces dérapages les uns après les autres, qui ne peuvent plus être de simples maladresses ou accidents, oui, il faut réveiller les consciences, il faut essayer d'ouvrir les yeux. En tout cas, que les gens qui adhèrent à ce parti sachent à quoi ils adhèrent. Si ce n'est pas de la maladresse ou des accidents, qu'est-ce que c'est ? Et dans quel but ? Pardon ? Et dans quel but ? Si on reprend le... Je sonde pas les reins et les cœurs. Si on reprend le... Par exemple, puisque vous mettez en cause la France Insoumise, si on reprend le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 15 ans, ou la Sophia Chikirou d'il y a 15 ans, qui avait publié un livre au moment où elle était proche de Nicolas Sarkozy d'abord, et ensuite elle pensait comme Fadela Amara ou un certain nombre de choses. Pourquoi il y a eu cette mutation ? Alors, c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Et ça, pour le coup, je l'ai découvert. C'est-à-dire que quand je travaille sur toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de ses proches, dans les années 2000, c'est le plus virulent à défendre la laïcité, laïcard même, on le les valeurs républicaines, et c'est le plus sensible à la lutte contre l'antisémitisme. Il va débusquer des propos antisémites là où même le CRIF ne les voit pas. Il est vraiment à l'avant-garde de ce combat-là. Vraiment. Et cette même personne, on le retrouve 10, 15 ans plus tard. Alors, pourquoi ? Par des raisons électoralistes, les fameux 600 000 voix qui lui en manquaient, donc la volonté d'aller les chercher dans les banlieues, ce qui voudrait dire qu'il considère qu'il y a un propos à faire valoir dans les banlieues qui pourrait lui rapporter des voix à partir du moment où il tiendrait, lui, des propos à connotation antisémite. Autrement dit, c'est à lui que j'impute de penser que les musulmans sont antisémites. C'est pas aux musulmans. Peut-être est-ce une raison. Peut-être est-ce que il fait des campagnes de trop et qu'il aurait dû se retirer avant. Je n'en sais rien. Peut-être est-ce son entourage qui a changé. Le fait est que cet homme qui était le plus acharné à lutter contre l'antisémitisme, pour la laïcité, pour l'universalisme, est devenu le fossoyeur de tout cela en 15 ans. Il est devenu ce qu'il disait haïr. C'est fascinant. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il est à droite et à gauche ? On l'a vu à droite. Il y a quelques jours, avec cette vidéo du directeur de cabinet de Jordan Bardella, qui assiste en rigolant à une réunion d'Alain Soral, c'est-à-dire de ce qu'il y a de pire en matière de négationnisme dans ce pays, et qui assiste en rigolant à une chanson sur la grand-mère de Birkenau. Donc il est à droite, il est toujours à droite,
Et puis, il est malheureusement, dans une certaine gauche radicale, c'est pas nouveau. C'est au 19e siècle, c'était déjà le cas. Il y a une case antisémite, anticapitaliste, même à gauche dans le temps. On sait que, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a des gens qui ont considéré qu'on n'avait pas à s'en mêler de ça. Bien sûr. Parce que ça détournait de la cause ouvrière. Jules Guesde. Et même Jaurès au début. Et c'est lui qui va basculer. C'est lui qui va emmener Absolument. la gauche. Donc avant, c'était les gros contre les petits, les gros étant c'est ça. Les Juifs censés représenter ou illustrer l'espèce de pouvoir financier. C'est pas de même nature aujourd'hui. Alors, en fait, malheureusement, tous les antisémitismes cohabitent. Il y a l'antisémitisme traditionnel, chrétien, le peuple déicide, que Jean-Luc Mélenchon a repris. Il y a l'antisémitisme racial, national-socialiste. Et puis, il y a un antisémitisme qui est plus traditionnellement de gauche, qui est un antisémitisme. Ce sont des capitalistes, des financiers, l'argent. Mais au final, le discours est toujours le même, c'est « ils veulent dominer le monde ». Et ils se retrouvent toujours là-dessus, et avec une forte connotation complotiste. Donc, et il y a un antisémitisme moderne qui passe aujourd'hui qui fait un détour par Israël, Gaza, et qui revient en France. Moi, je ne me préoccupe pas, et ça m'importe de le dire, de la situation israélo-palestinienne. Je ne conteste à Jean-Luc Mélenchon et aux gens de LFI rien sur ce sujet. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, et dans mon livre, je ne retiens pas un seul de leurs propos sur cette thématique-là. Je m'intéresse à la France et à la situation des Juifs en France. Et je ne leur reproche des propos que sur cette thématique-là. Vous insistez sur le fait que beaucoup utilisent le mot diaspora, qui laisserait entendre qu'en fait, les Juifs sont des Israéliens disséminés partout et qui ne sont pas directement de nationalité israélienne, mais qui seraient des soutiens absolus de la politique israélienne. Est-ce que vous considérez que c'est ce mot diaspora? Appeler diaspora des Juifs qui potentiellement sont en France depuis des siècles. Diaspora de quoi? D'où? En quoi ils ne seraient pas complètement français? Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Et c'est cet homme-là dont je parlais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, qui utilise ce mot-là pour qualifier les Juifs de France. C'est vertigineux et tragique. Quel rôle a joué le 7 octobre, selon vous, dans cette résurgence Il a clairement libéré la parole antisémite. Clairement. Parce qu'on peut être à 1000% pro-palestinien, et c'est un droit. Et il y en a qui le sont. Voilà, Fabien Roussel, il est 1000%. Il n'a jamais eu un mot qui a dérapé. Jamais. Donc on peut tout à fait être... Il y a un moyen d'être complètement aux côtés des Palestiniens et même complètement anti-israélien sans avoir un discours antisémite en France, sans faire d'amalgame, sans qualifier n'importe quel juif qui parle de n'importe quel sujet de génocidaire. C'est comme s'il ne voyait plus en un médecin, quel que soit en un journaliste, quoi que ce soit d'autre qu'un juif. C'est assez terrifiant, en fait. Vous trouvez qu'il y avait une réponse suffisante des politiques? Emmanuel Macron a été assez critiqué pour n'avoir pas participé à la marche. Parce qu'on l'entend très fréquemment. Alors, moi, je ne le critique pas, et je ne critique pas les politiques. Ils font ce qu'ils peuvent. Ça appartient à chacun de nous. Ça appartient aux médias, ça appartient aux journalistes, ça appartient aux artistes de se mouiller un peu de temps en temps. Il y a une pétition aujourd'hui dans Libération. Ça appartient à tout le monde, ce sujet-là. Ça ne concerne pas que les Juifs. L'antisémitisme, en fait, quand ça renaît au sein d'une société, c'est un très, très, très mauvais signe pour toute la société et pour les libertés en général. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en publiant cet ouvrage, donc cette plaidoirie, au moment où vous l'avez écrite, puisque vous avez raconté que vous l'aviez d'abord pensée comme un livre avant qu'elle soit prononcée à l'oral devant la 17e chambre. C'était quoi l'envie, l'idée? D'informer, de secouer, de m'adresser aux jeunes, parce qu'il y a plein de gens qui veulent adhérer à LFI en étant férocement contre tout antisémitisme. Au contraire, en se battant contre ça.
Et donc, c'est de leur dire, attention, est-ce que c'est la bonne chapelle? Attention, regardez où vous mettez les pieds. Il y a un discours qui est devenu vraiment très problématique. J'attire votre attention sur le fait qu'ils engagent la procédure, ils ne viennent pas à l'audience. Ils ne veulent pas se soumettre à de quelconques questions. Ils ne font pas appel de la décision, ils l'acceptent. Ils ne répondent à rien de ce qui est dans ce livre-là, à aucun des faits. Ni à la caricature d'Hanouna, ni à l'usage des dragons célestes, ni à l'usage du mot diaspora, ni à la révision des crimes de Mohamed Merah, à rien. Sur le fond, ils ne répondent rien. À part des attaques ad hominem de la meute, ils ne répondent rien à rien. Ils fuient le débat, ils fuient la contradiction. On a aujourd'hui un parti qui dit se situer à gauche et qui, effectivement, comme le tribunal l'a dit, peut être qualifié de passionnément antisémite, outre qu'il n'arrive pas à qualifier des dictateurs de dictateurs. Je considère que c'est d'utilité publique d'essayer d'alerter les consciences sur ces sujets. Passion antisémite aux éditions Grasset. Donc merci d'être venu nous en Merci parler à ce vous. soir. Richard Malka, merci Nathalie. À demain. Sur France Info, dans un instant la météo, suivi des informés de France Info. Excellente soirée avec vous.